Déjà, je voudrais rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, en 2025-2026, il y a environ 60 000 dirigeants de TPE-PME en France qui vont partir à la retraite. Il y en a moins de 30 000 qui vont trouver un repreneur. Imagine, tu mets toute ton énergie pendant des années dans ton entreprise. Tu passes du temps, tu investis de l'argent, tu investis ton cœur, tu investis tout. 60 000 personnes, 30 000 dirigeants qui trouvent à céder. Ça veut dire que 1 sur 2 n'arrive pas à céder l'entreprise. Quelle tristesse. Comment tu fais pour identifier la meilleure stratégie pour se préparer et in fine améliorer la valorisation à terme du processus si on parle de cession d'entreprise par exemple? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une session presque parfaite. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont on peut se préparer à une session d'entreprise, mais également à une opération de levée de fonds. Et pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Sandrine Evangelista, fondatrice de Leaders for a Good Planet, une société qui accompagne les dirigeants de TPE-PME à bien se préparer à une stratégie de croissance B2B, mais également à bien se préparer aussi à vendre et in fine à bien valoriser leur entreprise. Merci beaucoup Sandrine d'être présente. Bonjour. Et écoutez, on va parler tous ensemble d'un sujet passionnant et sur lequel aussi on intervient quand on vend une entreprise, c'est comment se préparer quand on est dirigeant également, mais surtout au niveau de la société. Et toi, Sandrine, donc tu accompagnes sur tous les volets dont a besoin un dirigeant pour à la fois se structurer, mais aussi pour l'accompagner dans sa croissance à moyen long terme. Donc on travaille sur plusieurs volets. On commence toujours par la vision et le dirigeant. D'accord. Ensuite, la stratégie innovation, la partie finance, évidemment. Quand je dis finance, c'est pas simplement levée, cession, valorisation, etc. C'est aussi la gestion de la trésorerie au quotidien, les KPI, les tableaux de bord, etc. La partie marketing-vente, RH et organisation, IT et digital, et RSE. Alors, RSE, c'est une option, entre guillemets, sachant que nous, on est société à mission, mais c'est plus une option quand on travaille en B2B avec des grands groupes. Pourquoi ? Parce que depuis le 1er janvier 2024, il y a la CSRD, et que donc, même si on n'est pas directement concerné en tant que TPE ou PME par la CSRD, on a des clients qui le sont, donc indirectement, ils vont nous demander des comptes. Tout à fait. Et donc on l'est. Et donc toi, tu interviens sur tous ces aspects-là. Comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu peux nous décrire avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quel est ton mode de fonctionnement et à quel moment tu interviens dans la vie d'un dirigeant d'entreprise, par exemple pour les dirigeants qui nous écouteraient, à quel moment ils pourraient faire appel à toi ? Donc, on est un collectif. Ça, c'est important parce que dans mes différentes évolutions de mes sociétés, j'ai observé que j'avais besoin d'experts sur mesure pour créer des équipes sur des entreprises spécifiques. Et donc, le fait d'avoir des consultants sur étagère fonctionne pas du tout. Donc, j'ai développé un modèle un peu différent. Donc, on travaille toujours en 2 phases. La première phase, c'est une phase de stratégie. Donc, évidemment, dans la phase de stratégie, il y a un audit et une roadmap. On regarde ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se fait bien, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, etc. Pour pouvoir ensuite définir un plan d'action de croissance, un plan d'action stratégique. Une fois qu'on s'est dit ça, après, il faut opérationnaliser et déployer. Donc, c'est vraiment 2 phases. Il y a une première phase de on se pose, on regarde. L'état des lieux. Voilà. On fait un état des lieux, mais on va plus loin. On va sur un plan d'action avec quelle typologie d'équipe, de rôle, etc. il faut mettre en œuvre. Donc, les chantiers prioritaires, les budgets associés, les personnes qui font. Et ensuite, donc, notre première partie de mission s'arrête là. Et ensuite, on peut ou pas accompagner sur le déploiement de l'opérationnel de 2 façons. Le done for you, ça veut dire qu'en fait, on va avoir de la gestion déléguée de croissance. On met en place ce qu'on appelle un SPOC, un Single Point of Contact, qui est un expert qui va être sur l'une des verticales que j'ai énoncées, parce qu'en fait, souvent, il y a une thématique qui est plus importante que les autres. Soit c'est la finance, soit c'est le marketing et les ventes, soit c'est la RH. Il y a toujours une thématique principale. Prépondérante. Prépondérante. Et il va s'entourer de l'écosystème Leaders for Good Planet. On va constituer une équipe sur mesure. Et donc, on part dans une logique de temps partagé. On définit ça, évidemment, dans la première partie. On ne sait pas dire de combien de temps on va avoir besoin. Et on définit aussi la durée. Ça peut être quelques mois ou ça peut être plusieurs années. On va jusqu'à... C'est possible, alors tous les clients ne le font pas, mais on va jusqu'à possiblement la réinternalisation, c'est-à-dire le recrutement de la personne qui va remplacer cet expert
et la formation et l'onboarding de cette personne pour qu'il n'y ait pas de perte de temps, de perte de compétences, de perte de savoir et de perte d'argent in fine. Donc vraiment une stratégie à 360 degrés, qui est nécessaire évidemment pour le sujet dont on va qu'on va évoquer aujourd'hui, qui est les opérations de cession d'entreprise et de levée de fonds. Pour le cas typique d'un dirigeant qui envisage de vendre ou voire même de lever des fonds, comment tu fais pour identifier la meilleure stratégie pour se préparer et in fine améliorer la valorisation à terme du processus si on parle de cession d'entreprise par exemple. Alors je vais séparer cession et levée. Oui, très bien. Même s'il y a des points communs parce que l'état des lieux en fait c'est le même. Ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui va valoriser soit aux yeux d'un repreneur soit aux yeux d'un investisseur une entreprise c'est son patrimoine matériel immatériel. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tout est dans ma tête, ça va être compliqué de valoriser. Je donne cet exemple pas complètement au hasard parce que dans 80% des cas, tout est dans une partie de la tête ou des petits carnets qui sont dans les poches. Tout est du dirigeant. Du dirigeant et ou des équipes. Donc, il y a un beau chiffre d'affaires. Souvent, il y a des chouettes marges, etc. Sauf qu'en l'état, si demain, le dirigeant s'en va, moi, j'ai pas le mode d'emploi. Donc, du coup, le chiffre d'affaires et la marge, ils ne veulent rien dire puisque, en fait, c'est comme tu me donnes une voiture et j'ai pas la clé pour allumer le contact. Donc, en fait, on va regarder, est-ce qu'il y a bien la clé ? Est-ce qu'il y a la notice ? Est-ce qu'il y a le roadbook, etc. pour pouvoir, en fait, piloter cette voiture si jamais j'ai la clé. Donc, concrètement, ça passe par les différents volets, les KPI, les outils, les process, les personnes clés. Tout à fait. Et identifier tout ça et valoriser. Valoriser, quand je dis valoriser, c'est pas seulement financièrement, bien sûr, ça a une valorisation financière, mais c'est avant tout, est-ce que ça fonctionne, quoi ? C'est vraiment cette image de si tu me donnes la clé de la voiture, avec ce que tu m'as donné comme information, est-ce que je peux la faire rouler ou pas ? Donc c'est vraiment bien préparé, surtout en fait le dirigeant. C'est vrai qu'on a tendance à un peu sous-estimer cet aspect-là et on va parfois tendance justement à se concentrer sur l'entreprise. Mais on s'en rend compte que pour les PME, les TPE-PME que l'on accompagne, c'est vrai que c'est le dirigeant qui est le principal actif, on va dire, de l'entreprise. Il a tout dans la tête, exactement. En fait. Et c'est quelque chose que tu vois très souvent. C'est hyper courant. C'est-à-dire qu'en fait, 90% des entreprises ne fonctionnent pas sans leurs dirigeants. Ce qui pose un vrai problème sur la cession, mais aussi si jamais il lui arrive quelque chose, qu'il est malade, etc. Et pour les levées, alors il y a une systématisation de il faut qu'on lève de l'argent. Moi, par défaut, la levée, c'est vraiment la dernière option. Très bien que tu le dises, c'est important. Parce que je creuse toujours, alors je sais que ça énerve beaucoup certains dirigeants qui viennent me voir en me disant on veut lever de l'argent puisque on fait aussi de l'investissement en equity. Oui. Et je commence toujours par dire ok, mais à quoi ça va servir cet argent ? Décris-moi précisément. Oui, mais j'ai un business plan. Non, je te parle pas de ton business plan. À quoi ça va servir concrètement ? Tu vas financer quoi ? Des salaires ? Tu vas financer des matériaux ? Tu vas financer la construction d'une usine ? Tu vas financer l'acquisition d'un système d'acquisition ? Tu vas financer une application ? Pourquoi ? Parce que si le financement est de l'acquisition, des ressources humaines, en fait, tout ce qui n'est pas, j'ai envie de dire... Capitalistique, genre, tu construis des panneaux solaires, il te faut du matériel pour construire des panneaux solaires. Dans 90% des cas, c'est pas de la levée dont il y a besoin. Il y a besoin de structuration derrière et de compétences pour le faire, ce que nous, on est capable d'apporter. Et de trouver des clients. C'est ça, mais trouver des clients, tu vois, c'est une stratégie marketing-vente. C'est pas nécessairement faire une levée, surtout en ce moment, où on sait quand même que c'est difficile. Donc, quand tu n'as pas de traction, tu vas perdre X mois à essayer de faire une levée de fonds. Il y en a quand même à peine... Enfin, je sais pas quels sont tes ratios. Moi, je vois moins de 12% des levées qui aboutissent. Nous, on fait pas de levée de fonds pour les startups, mais effectivement, c'est le marché, il stagne beaucoup. Et surtout, voilà, c'est... parfois, comme tu l'as dit, il n'y a pas du tout besoin de lever des fonds, mais ça fait partie, je pense, pour certains fondateurs, d'une étape de réussite, alors que c'est surtout un moyen et il faut surtout se concentrer sur le cash et sur la structuration, évidemment, avant. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et du coup, ça nécessite de revenir à back to basic. Quoi. Comment je fais de l'argent, comment je génère de la marge.
Et oui, mais j'ai besoin d'argent pour générer de la marge. Alors, commençons par le début. Génère du chiffre d'affaires et de la marge. Ensuite, tu vas faire des preuves que tu as un modèle qui fonctionne, que tu as de l'attraction. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'aller valoriser ton entreprise si tu veux vraiment scaler, changer de niveau de taille d'échelle, etc. Autrement, ta valorisation, elle ne va pas être bonne. Tu n'as pas, en fait, de réelle preuve de concept. On me dit toujours, oui, mais si, regarde, on a des clients, etc. Oui, mais t'as pas une vraie traction aux yeux d'un investisseur ou d'un repreneur. Donc, il faut pas sous-estimer, d'une part, le mode d'emploi de l'entreprise, d'autre part, sa réelle valeur, au sens pas juste la valorisation financière telle qu'on peut la faire pour une levée ou une cession, mais bon sens paysan, quoi. Est-ce que ta boîte, elle est surendettée ? Ok, elle vaut 50, 100 millions d'euros, mais en réalité, elle sort un EBITDA d'1 million. C'est pourri comme ratio. Tu vois, alors si tu te fixes sur le chiffre d'affaires, oui, on fait 80 millions. En fait, c'est une société qui est ultra endettée. Et surtout, il y a le risque, comme on voit malheureusement avec des startups qui lèvent beaucoup de fonds, on se dit, bon, elles ont un business model de dingue, etc. Bon, la plupart d'entre elles ne sont pas, d'une part, rentables. Et surtout, ça incite, malheureusement, je pense, quand il y a d'un coup 50 millions, 100 millions sur le compte en banque, ça incite malheureusement une mauvaise gestion de la trésorerie. Ah oui. Quand on n'a pas l'habitude de gérer autant d'argent et on peut très mal allouer le budget qui va pas, les investissements qui vont pas créer de la valeur en contrepartie. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est important que tu le dises et voilà, pour faire comprendre que c'est surtout le capital, ça vaut beaucoup d'argent, beaucoup plus cher que de la dette classique. Complètement. Et donc c'est censé être le dernier entre guillemets recours, sauf pour les business models qui nécessitent beaucoup d'investissement. Oui, quand tu es dans de la grosse tech ou dans des domaines comme la pharma où il y a des mises en marché qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Bon, là, il y a des domaines où tu n'as pas le choix. Exactement. Donc là, c'est important que tu le dises. Et du coup, si on se concentre aussi sur la partie cession d'entreprise, selon toi, en fait, quels sont les signes, on va dire, qu'un dirigeant devrait sentir pour se dire, c'est peut-être le bon moment pour transmettre, pour vendre? Alors déjà, je voudrais rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, en 2025-2026, il y a environ 60 000 dirigeants de TPE-PME en France qui vont partir à la retraite. On estime qu'il y en a moins de 30 000 qui vont trouver un repreneur. Donc, ça veut dire 1 sur 2. Quand on a posé ça, c'est important parce que, imagine, tu mets toute ton énergie pendant des années dans ton entreprise. Tu passes du temps, tu investis de l'argent, tu investis ton cœur, tu investis tout. Quand tu es dirigeant d'une entreprise, tu as un niveau d'implication et d'engagement qui est dingue. Bien sûr. Imagine la tristesse que c'est pour quelqu'un qui a mis cette implication dans son travail, de se dire que à la fin, possiblement, il y aura personne pour reprendre. Non pas parce que l'entreprise fonctionne pas. Là, les chiffres que je donne, c'est des entreprises qui marchent. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Donc, c'est pas une question de reprise d'une entreprise en difficulté. Là, on parle de 60 000 entreprises qui fonctionnent. Qui participent à l'économie réelle en France. Voilà. Et ça, pour moi, je suis hyper attachée à ça parce que j'adore ce tissu économique parce que pour moi, c'est comme le poumon de la France. Tu vois, c'est ce qui nourrit les régions, c'est ce qui nourrit les territoires, c'est ce qui crée de l'emploi. Et en fait, ça impacte tellement de personnes quand tu prends les salariés, leurs familles, etc. C'est le poumon économique, en fait. Un vrai plaisir. C'est ça. Donc, imagine, 60 000 personnes, 30 000 dirigeants qui trouvent à céder. Ça veut dire que 1 sur 2 n'arrive pas à céder l'entreprise. Quelle tristesse pour lui, et pour l'économie locale, pour les territoires. Donc, pour moi, c'est hyper important cette mission qu'on a d'accompagner l'incroissance parce que derrière, moi, je mets ce côté poumon économique. Et donc, tu vois, ça me fait mal au cœur, en fait. Mais c'est un vrai sujet. Parce que c'est une méconnaissance. Et parce que, en fait, quand on commence à se poser... Parce que, alors, pour répondre à ta question, quand on commence à se poser ces questions en tant que dirigeant, on ne sait pas vers qui se tourner. Ouais. Le problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, tu sais te tourner vers en général, le premier interlocuteur, c'est l'expert comptable. Et l'expert comptable, lui, va avoir une approche très analytique, très juste, mais très analytique du sujet. Sauf qu'on voit bien qu'en fait, le sujet, il ne va pas être analytique. L'analytique, c'est la dernière ligne une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui va pouvoir reprendre. Parce que ce que veut un patron de TPE, PME, c'est pas...
dans la plupart du temps, c'est pas qu'on casse son groupe, quoi. Ah non, au contraire, c'est là où justement on voit la richesse des dirigeants de TPE-PME, il y a une vraie logique de pérennité, c'est de la pérennité et de conservation des emplois. Donc, du coup, de quelqu'un qui croit au projet, qui a envie de le reprendre, etc. Donc, on voit bien que ça n'a rien d'analytique, en fait. C'est une question d'humain à humain, de trouver quelqu'un. Comprendre le projet, en fait, avant tout, du dirigeant. C'est ça, c'est comprendre le projet du dirigeant. Donc, déjà, quand on est dirigeant, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire comme session ? Est-ce que je veux gagner beaucoup de cash ? Auquel cas, peut-être, il faut que j'aille voir un fonds d'investissement ou enfin, en tout cas, il faut que je réfléchisse à valoriser d'une certaine façon pour sortir beaucoup de cash. Est-ce que je veux d'abord transmettre et pérenniser ? C'est pas du tout les mêmes interlocuteurs parce qu'un fonds, il va pas forcément pérenniser. Hein. Oui. Par contre, il peut générer beaucoup de cash. Tu vois, donc déjà, c'est se poser la question de qu'est-ce que je veux pour après ? C'est quoi ma vision de ma session ? C'est quoi la vision du projet futur que je veux après ? Est-ce que je veux participer aussi ? Très important, parce que ça aussi, j'ai vu j'allais dire des drames, mais c'est vraiment des drames, en fait, humains, dont on parle pas non plus. Parce qu'en fait, le dirigeant, il est super content, il a trouvé un fonds qui reprend, grosse valorisation, et boum, du jour au lendemain, il est éjecté de l'entreprise. Et c'est quand même des makers, quoi, en général. Donc c'est ultra violent, même s'il part avec un gros chèque, on pourrait se dire c'est un problème de riche. Pas du tout, c'est un problème humain qui n'est pas un problème de riche. Donc il faut aussi se poser la question de c'est quoi mon rôle pendant cette transmission ? Est-ce que je veux participer ? Est-ce que je veux rester après ? Tu vois ? Et c'est 2 points qu'on n'aborde pas parce que l'expert comptable, il va pas poser ces questions-là, en fait. C'est pas son job. Il va dire, voilà, ton entreprise, grosso modo, elle fait tant de chiffre d'affaires, tant de marge, on multiplie ta marge entre 1 et 3, ça dépend de ton marché. Je le fais à la grosse louche. Hop, ça te donne ton montant de valorisation, à la grosse louche encore. C'est plus compliqué que ça, mais en gros... Et on voit bien que, du coup, ça ne met pas en perspective quel est ton projet de session. Et j'utilise volontairement le mot projet, parce qu'une session, c'est un projet. Ça découle, en fait, c'est l'opération qui découle du projet du dirigeant. Comme tu as dit, c'est vrai que c'est important. Est-ce qu'il veut transmettre en interne ? Est-ce qu'il veut transmettre à sa famille ? S'il préfère effectivement de valoriser un cash-out intéressant, à ce moment-là, il va devoir envisager de lancer un véritable processus avec la compétition entre des fonds et des industriels. Et les fonds aident, mine de rien, aussi à pérenniser les entreprises parce qu'en fait, beaucoup de fonds sont des fonds de transmission, des fonds de capital développement et qui vont aussi aider le dirigeant à transmettre progressivement. Donc le dirigeant peut faire un premier cash-out intéressant, il va sécuriser une partie de son patrimoine, donc il va être plus soulagé et enclin à prendre de meilleures décisions parce qu'il va se dire, bon, au moins j'ai sécurisé déjà quelques millions pour moi et ma famille. Et il va rester aux commandes de son entreprise tout en en déléguant et en structurant davantage, ce qui va l'amener à travailler mieux et moins. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant comme... Et en théorie, mieux et moins, parce que quand tu as des makers, vraiment, en fait, justement, je trouve que c'est très intéressant, justement, les fonds dans des sessions, parce que ça oblige à professionnaliser, ça oblige à structurer. Ah oui, bien sûr. Mais ça peut être hyper violent, parce que entre je suis prêt à le faire et je le fais, en fait, c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire avec le dirigeant, évidemment, en amont, peut préparer et faire une grosse introspection. Mine de rien, c'est le dirigeant qui va faire une introspection sur ce qui l'anime au quotidien, qu'est-ce qui crée de la valeur, de quelle manière il va créer de la valeur. Et en fait, c'est parce que le fonds, effectivement, c'est pas son métier. Donc lui, il est là, il va apporter les financements, le cash et aussi des stratégies de développement, son carnet d'adresse, etc. en fonction du fonds évidemment, mais aussi ça va soulager le dirigeant, je pense aussi dans son développement, avec un soutien pour sa croissance. Donc c'est vrai que tout ça découle du dirigeant. Il y a des dirigeants qui veulent pas du tout vendre à un fonds, d'autres qui veulent pas du tout vendre à un concurrent, donc ils vont préférer un fonds, d'autres qui veulent vendre en interne et donc l'objectif de valorisation ne sera pas forcément le plus important parce qu'ils veulent quand même que ces managers puissent monter au capital. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail et comme tu l'as dit, il y a un problème de transmission, non pas parce que les sociétés ne sont pas vendables, parce que c'est des belles entreprises, mais parce qu'il n'y a pas eu de préparation nécessaire en amont.
Selon toi, il faut combien de temps? C'est ce que j'allais dire. Pour moi, le minimum, c'est 18 mois. C'est ça, mais idéalement, tu commences à te poser des questions 3 ans avant. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est pas au moment où tu es malade ou c'est pas au moment où tu veux prendre ta retraite où tu te poses des questions. C'est quand tout va bien. Exactement. Parce que justement, quand tout va bien ou quand en tout cas tu es dans une phase soit de croissance, soit de stabilisation pour te permettre de te poser les questions. Parce que ça prend du temps. Parce qu'il y a le temps de structurer, puis il y a le temps de mettre en œuvre pour que quand tu commences à ouvrir la vraie partie valorisation, cession, etc., mais c'est pareil pour une levée, en fait, que ça soit carré, que tu aies déjà tout, en fait. Tout à fait. Parce qu'autrement, tu te retrouves... C'est pour ça qu'on dit souvent, par exemple, les levées ou les cessions, c'est long. Ouais. C'est long parce que ce travail n'est pas fait. En fait, sachant qu'une levée, une session, c'est entre, on va dire, 8 à 12 mois. En moyenne, c'est, on va dire, plutôt 1 an. Et 1 an si effectivement si le job a été bien fait avant, et faire une opération dans l'urgence, c'est jamais bon signe, parce que forcément les conditions pendant les négociations ne seront pas forcément en faveur du vendeur. Et surtout, au-delà des aspects aussi opérationnels, RH, etc., il y a aussi la préparation fiscale, juridique, évidemment, qui est du ressort des avocats et des experts fiscaux, mais rien que l'opérationnel, on le voit, c'est un véritable sujet. Et j'imagine que les dirigeants que tu accompagnes, ils n'ont pas forcément le recul nécessaire. Souvent, ils vont se dire non, c'est bon, j'aime beaucoup ce que je fais, ou alors je crée de la valeur, j'arrive à déployer ma stratégie. En fait, ils n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que, en fait, non. 80% de la valeur, c'est eux. Ils n'ont pas réussi à bien structurer, à communiquer efficacement, peut-être, ou à transmettre, comme tu l'as dit au début, qui est très très important, c'est transmettre le savoir. Ça, c'est le plus dur. Et donc toi, tu t'en rends compte très souvent. Nous, on est toujours quasiment toujours sur ces problématiques mais regardez, on a un carnet de commandes. Ok, mais ça va pas suffire en fait. C'est super, mais ça va pas suffire. Je sais, c'est dur à entendre parce que en fait, quand on dirige une TPE, une PME, on est focalisé sur son carnet de commandes et sur sa marge, et c'est top. Ok, c'est un bon début, mais il va falloir le valoriser. Et aussi, ce qui est aussi intéressant peut-être d'échanger, c'est de parfois, du coup, c'est pour ça que je pense que minimum 18 mois, idéalement 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'en fait, en 3 ans, on a le temps de réinternaliser toutes les compétences. Et on a aussi le temps, si besoin, de faire une croissance pour valoriser. Très bien. Et donc, croissance organique, ou tu t'aides aussi, tu pourrais... Organique, rachat externe. Très bien. Mais en fait, aujourd'hui, alors, pour moi, il y a 3 mondes business, d'accord? Il y a le monde corporate, TPE, PME, celui dont on parle. Il y a le monde de la start-up. Et il y a le monde du web entrepreneuriat. En fait, si on va chercher, et nous, c'est notre job, on va chercher dans les modèles de start-up et dans les modèles de web entrepreneurs, comment on accélère des TPE, PME. Il y a plein de choses à faire. C'est pas forcément c'est pas forcément du rachat externe, il y a de la croissance organique, parce qu'en fait, dans de nombreux cas, il y a une méconnaissance de ce que c'est que le marketing digital. Donc la génération de leads et l'automatisation. Et donc, d'un côté, l'automatisation, ça permet d'optimiser des coûts et de valoriser des personnes, parce que c'est important pour moi. Je suis une dingue de la technologie, mais pas de la technologie qui au détriment de l'humain. Je crois pas du tout à ça. Par contre, il y a plein de tâches qu'on pourrait tout à fait automatiser pour faire monter en compétences et valoriser les humains. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut optimiser avec l'automatisation, et il y a beaucoup de choses qu'on peut... il y a beaucoup de leads et de chiffre d'affaires et de marge qu'on peut aller chercher via d'autres techniques qui sont utilisées par les web entrepreneurs et par les startups, et qui sont totalement méconnues dans le monde des TPE-PME. Et c'est normal, c'est pas le job d'un dirigeant de TPE-PME de savoir faire du marketing digital et de créer des tunnels d'acquisition. Là, mais c'est effectivement, parce que c'est vrai que c'est la plupart des TPE-PME aussi sont parfois dans la vieille école, on va dire. Ils n'ont pas aussi parfois su se digitaliser à temps, et c'est un vrai job, et c'est un vrai critère maintenant aussi, et ça montre rapidement. Les acheteurs peuvent juste, même c'est bête, mais regarder le site internet, ou s'ils voient que c'est un vieux site internet, ou que c'est pas assez digital, ou il n'y a pas de communication, ça peut déjà, mine de rien, c'est un petit détail qui peut donner une indication sur... Alors que parfois, la réalité, c'est tout autre. On a vu des entreprises où il y avait un vieux site internet, on se dit, bon, alors l'entreprise, elle n'est pas digitalisée, elle n'est pas avancée, ou alors
il y a pas de croissance, mais au contraire, ça cache parfois des pépites. Mais il faut pas que il faut que ça reste cohérent avec la stratégie de l'entreprise et ce qu'elle cherche à véhiculer, parce que maintenant, c'est une question, et on va y reparler tout à l'heure, de branding aussi, qui participe, tout ce côté-là, immatériel, on va dire, qui participe aussi à la valorisation et à la croissance de l'entreprise. Oui, et il y a un autre point qui me semble, mais c'est essentiel, s'il y a qu'un truc à retenir, c'est le mot prédictibilité. Ouais. Parce que quand le carnet de commandes, il est rempli par le réseau du dirigeant, qui a bien fait son travail, d'accord ? Le problème, c'est quand il est plus là, on fait comment ? Bah oui. Donc, en fait, dans la valorisation, il y a la logique de prédictibilité du business. Il suffit pas d'avoir d'un carnet de commandes, il faut savoir le générer. Donc, tout à fait. Passer d'un carnet de commandes à un système d'acquisition. Et dans le système d'acquisition, il y a la partie vente, marketing, etc. Mais il y a aussi la partie RH, la partie IT, automatisation et toute la dimension financière. En fait, le système d'acquisition, ça reprend tous les axes que j'ai cités au départ de finance, RH, marketing, vente, digitalisation, IT. Parce que le problème, c'est que si c'est le dirigeant, si vous êtes dirigeant et que vous êtes le seul, entre guillemets, qui ramenait du business, c'est si un acheteur potentiel, soit il y a une décote forte sur la valorisation, parce qu'il va se dire, moi, le dirigeant, il va partir dans 2-3 ans, et après, qu'est-ce que je fais du business ? Ou il va bloquer, entre guillemets, le dirigeant avec des compléments de prix. Et le laisser assez longtemps, on va dire, donc pas de départ immédiat, un cash-out plus réduit. Donc c'est très important ce que tu dis, Sandrine, parce que c'est sous-estimé, mais c'est très très important que le dirigeant comprenne la nécessité de structurer une équipe commerciale, mais qu'elle forme aussi à ramener du business. Donc, et la prédictibilité, c'est pas juste l'équipe, c'est-à-dire qu'il faut générer du business et savoir le délivrer avec un bon niveau opérationnel, tu vois, parce que ça aussi on le voit beaucoup sur les TPE PME. D'un coup, il y a le business qui explose et puis ça suit plus dans la production. Donc c'est toute la chaîne de valeur, en fait. C'est pas juste le commerce. Le commerce est relié au delivery. Le delivery, c'est la capacité de faire, donc c'est les humains et c'est les outils de production et les automatisations. Tout à fait. Il y a un deuxième sujet qui me semble essentiel et qui est valable pour la session comme pour la levée. Toujours dans cette notion de prédictibilité, il y a ce qu'on appelle l'evergreen et l'hypergreen. L'evergreen, c'est les modèles qui permettent d'avoir du récurrent. Je fais une petite aparté, que je reçois des pitchs de start-up. Je n'en peux plus de voir. Je vais me faire plein de nouveaux amis, mais tant pis. Le marché du machin, c'est X millions d'euros au niveau mondial ou X milliards d'euros au niveau mondial. Et donc, on va prendre 1%. Non, mais arrêtez de faire ça, en fait. Personne n'y croit. Donc, comment tu vas faire pour déjà il se focaliser sur ça ? À la place de nous présenter ça dans un pitch deck ou dans un business plan, présentez-nous ce que c'est que votre modèle Evergreen. Tout à fait. Le modèle Evergreen, c'est ce qui doit vous permettre de faire du business de façon récurrente avec un cycle. Vous devez être capable d'évaluer ce que c'est que la valeur à vie d'un client. Ouais. Ah, mais c'est très important. Ah oui, mais vraiment, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et c'est vrai que le récurrent, ça se valorise. Croyez-moi, ça se valorise. Ah oui, tout à fait. Mais du coup, ça nécessite, ça tombe pas. Il y a un gros travail en amont. C'est un énorme travail d'arriver à trouver et d'arriver à mettre en œuvre une stratégie de croissance evergreen. Parce que evergreen, ça veut dire prédictible, ça veut dire que là pareil, on veut lever de l'argent parce que on veut aller chercher des nouveaux clients. Alors on va se poser, quels sont les KPI sur tes clients existants, comment tu les fidélises? Est-ce que tu sais déjà quel est ton taux de transformation et ton taux de valeur d'un client? Non. Bon, alors on va commencer par les choses de base. Parce que si tu fais un taux de transfo par rapport à tes clients de 15% ou de 20%, ce qui est à peu près ce que je vois dans différentes industries, imagine si on le fait passer à 40%. Tu n'as plus besoin d'aller chercher des clients. Tu as besoin de fidéliser des clients. Or, ton coût d'acquisition d'un client, il est cher. Donc, ton coût de fidélisation l'est beaucoup moins. Donc, Evergreen, c'est comment je fais venir, comment je fais revenir et comment je fais consommer un client. C'est pas juste comment je fais venir. Donc, une levée pour aller chercher des clients, ça n'a aucun sens. D'abord, fais-les revenir et fais-les consommer. Tout à fait. Et donc, c'est tout ce travail de prédictibilité qui est, comme je le disais, on pourrait penser en m'écoutant que c'est juste de la vente, pas du tout. Non. C'est du marketing, c'est de la vente, c'est de la finance, c'est de l'automatisation, de l'IT, du digital, des RH. Ah oui, tout à fait. Et il faut tout ça pour arriver à délivrer ça. Ah oui, parce que le récurrent, il y a deux façons. Soit l'abonnement, mais qui nécessite aussi de conserver une relation dans le temps, d'assurer toujours une maintenance, et d'être toujours au top. Et il y a le récurrent, on va dire, par fidélité, parce que les clients reviennent,
parce qu'ils aiment le produit sans être engagés, on va dire. Mais faut veiller à ce que les clients qui reviennent, ils le font pour le produit, non pas aussi pour l'équipe, pour le dirigeant. Donc c'est très important ce que tu dis, parce que c'est pas juste c'est bon, j'ai une équipe de vendeurs, de sales, donc c'est bon. Non, c'est toute la logistique derrière, le service après-vente, la communication, le marketing, être toujours réactif. Et les ressources humaines, le management, toute la chaîne de valeur, en fait, les contrats de travail, le réglementaire. Donc c'est un vrai gros travail. Mais ça se valorise très, ça se valorise c'est très important, bien. parce qu'on peut faire beaucoup de chiffres à faire, mais s'il n'y a pas de récurrent, l'acheteur il va se dire, mais ouais, qu'est-ce qui me garantit que demain vous allez assurer ce même niveau de chiffre à faire. Donc on peut toujours prouver qu'on a un pack commercial qui est toujours au même niveau, mais l'acheteur, lui, il veut prendre le moins de risques possible, et c'est compréhensible. C'est ça. Donc l'Evergreen, c'est ça. L'Hypergreen, c'est oui, mais on a signé un gros contrat pour 3 ans. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe après ? Parce que d'un coup, mécaniquement, tu as fait augmenter ta valeur. Ouais. Sauf que moi, si je te rachète, en fait, je suis pas du tout sûre que je vais pouvoir fidéliser ce client-là. Bien sûr. Et 3 ans, c'est court, on va dire, dans l'échelle temporelle. C'est hyper court, en fait. Où j'ai signé un marché public pour 3 ans ou pour 4 ans. On se dit, ouais, mais c'est signé pour 4 ans. Ouais, mais c'est très court, en fait. Donc, d'où l'importance de prouver qu'on a un système d'acquisition. Le système d'acquisition, c'est ce dispositif Evergreen qui fait que tu génères du revenu en récurrent tout le temps. Exactement. Et que tu vas chercher des leads en récurrent tout le temps. Et que c'est pas juste lié au réseau du dirigeant ou de une ou deux personnes clés dans l'entreprise qui, si elles partent, en fait, ton carnet de commandes font à vue d'œil. Donc ça, pour moi, c'est l'essentiel. C'est vraiment la base qui n'est jamais regardée réellement. On regarde, regarde, on a fait tant sur les 3 dernières années. Ok, mais comment c'était foutu ton chiffre d'affaires et ta marge ? Est-ce que c'était sur un client ? Est-ce que c'était plusieurs ? Quels sont les 20% des clients qui font 80% du chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est les mêmes depuis 10 ans ? Ou est-ce que ça change tous les 2 ans ou tous les 3 ans parce que tu as effectivement une logique de réponse à appel d'offres ? Là, c'est essentiel. Et du coup, pour faire suite à ce que tu disais, ce que tu dis actuellement justement sur l'importance du récurrence et de tout ce qu'il y a derrière pour justement assurer ce récurrent, selon toi, quels seraient les conseils que tu donnerais à un dirigeant qui cherche à comprendre comment structurer son entreprise pour la rendre justement attractive aux yeux des acheteurs ? Évidemment, après, ce sera toujours c'est au cas par cas, mais est-ce qu'il y a un panel de conseils, on va dire, communs, général, que tu vois avec les dirigeants que tu accompagnes ? Alors, une fois qu'on s'est dit qu'il fallait une stratégie prédictible Evergreen, d'accord, et l'Hypergreen, c'est super, mais c'est pas là-dessus qu'on peut valoriser. C'est comme des coûts, en fait. Ouais. Donc, un coût, c'est pas prédictible par définition. Il y a les outils. On a plein de clients, ok ? Et concrètement, moi, demain, je reprends mon image de la voiture, tu me donnes les clés de la voiture, je monte à bord, le GPS, il est où ? Est-ce qu'il y en a un ? Le GPS dans une entreprise, c'est un CRM et un système d'information. 80% des PME n'ont pas de CRM. Donc, ok. Ou alors, oui, on a un CRM. Je voudrais voir ce que c'est, un tableau Excel où il y a les bons de commande. Alors ça, c'est pas un CRM. Un CRM, c'est Customer Relationship Management, donc la relation client, la traçabilité de ton historique avec le client. Ça veut dire que demain, je reprends ton entreprise, je dois pouvoir savoir que monsieur machin, il a eu un enfant à telle date, qu'il s'est marié à telle date, que tu l'as vu 5 fois l'année dernière, qu'une fois, c'était dans le cadre de tel événement, que l'autre fois, c'était sur la foire ou le salon machin, que la troisième fois, tu lui envoyais un mail en lui envoyant une étude sur tel sujet, etc., etc. C'est ce niveau de détail-là. Oui, tout à fait. Donc, un fichier Excel dans lequel il y a une historisation des bons de commande, ça peut pas être un CRM. D'accord ? Donc ça aussi, ça prend du temps à mettre en œuvre. Et surtout, plutôt on l'a mis en œuvre, et plutôt on peut valoriser. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et ça demande l'implémentation, et ça nécessite une vraie stratégie pour choisir son CRM. En fait, c'est pas juste un outil qu'on va déployer. C'est ça. En fait, ton CRM, il doit... En fait, un outil, il fait toujours que ce que tu lui dis. Bien sûr. Donc, si tu n'as pas de process de vente, c'est-à-dire que tu sais pas dire, voilà, nous, on travaille sur un appel d'offres, et puis appel d'offres, ça veut dire que on fait un rendez-vous avec sur le terrain pour voir,
Je sais pas s'il y a besoin d'aller sur le terrain. Ensuite, on fait un mémoire technique. Ensuite, il y a 6 mois de latence. Tu vois, tu te découpes en fait. Où on est en B2B, puis on a un process en 2 ou 3 rendez-vous. Premier rendez-vous, on fait connaissance et on comprend le contexte du client. Deuxième rendez-vous, on fait une proposition. Troisième rendez-vous, on approfondit. Parce que ton CRM, en fait, on va processiser ce qui se fait. Bien, d'accord ? On va modéliser, en fait, ce que tu fais déjà. Donc, si chacun... Imagine, on est dans une entreprise de 100 personnes, il y a une équipe de vente de chargés d'affaires de 10-15 personnes. Et les 15, ils font un truc différent à chaque fois. Ah, c'est l'usine. Ouais. Et ça marche, en fait. Ah ouais. Si tu regardes la valorisation de l'entreprise et le chiffre d'affaires et la marge, ça fonctionne. D'accord ? Mais là, on est dans une logique de... On veut aller plus loin, on veut valoriser pour s'aider ou pour faire une croissance, donc faire financer pour une croissance. Tout à fait. Tu peux pas ni... valoriser correctement, ni et encore moins faire par exemple, tu te dis mon entreprise elle marche, on va passer sur un autre marché, sur un autre pays. Non, d'abord modélise, d'abord structure, parce que derrière, quand tu vas commencer, et on me dit il faut qu'on trouve des clients. Non, générer des clients, ça va être assez facile en fait. C'est pas le plus compliqué de générer des clients. Le plus compliqué, c'est de délivrer le service. Ouais. Ça, c'est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on te dit toujours on va lever de l'argent, on va chercher de l'argent, on a besoin de clients. Non. On va aller chercher des clients, ça c'est facile, venez bosser avec nous, c'est facile, on sait faire. Par contre, on va pas aller chercher des clients si tu sais pas délivrer, parce que le problème, c'est que ta qualité de service, elle va baisser, et en fait, tu vas te tirer une balle dans le pied toute seule, parce que tu sauras plus délivrer, et ce qui va se passer derrière, c'est que les clients, ils vont partir. Ouais. Et après, c'est super compliqué de venir les rechercher. Et surtout, il y en a qui lèvent des fonds sans avoir fait le travail nécessaire de trouver leur marché. C'est ça. Ils lèvent des fonds et au final, ils se rendent compte que leur produit ne plaît pas ou qu'ils sont trop en avance sur leur marché, trop en retard. Donc c'est vrai que pour revenir sur le sujet spécifique de levée de fonds. En ce moment, c'est quand même, il y a beaucoup moins d'argent, donc forcément, que ce soit des financements dilutifs ou non dilutifs, il y a quand même beaucoup moins, parce que justement, il y a cette exigence. Ouais. Alors, ok, c'est dur, parce que ça met une pression sur les entreprises, c'est vrai. Étant entrepreneur, je suis la première à compatir. Et en même temps, moi, je trouve ça très bien parce que du coup, ça oblige à se poser ce genre de questions et pas juste à avoir du cash et à faire du cash burn. Exactement. Et c'est primordial. Voilà, je vais revenir sur ce point spécifique. Donc, tu parlais de CRM, donc de l'importance de digitaliser, on va dire, le process, le canal d'acquisition client et toute la relation qui va avec. D'autres aspects que tu vois qui sont souvent négligés sur la partie opérationnelle et autres, mais qui sont très souvent négligés par les dirigeants d'entreprise et qui ont leur importance pour la valorisation et la transmission. Le management, les ressources humaines. C'est rare dans une PME qu'on ait un directeur des ressources humaines, même à temps partagé. Il y en a, mais c'est pas une majorité. Or, pour moi, c'est un sujet essentiel. Comment tu recrutes ? Comment tu onboardes ? Au-delà des dimensions réglementaires, je parle même pas des CSE, paye, etc. Ça, tout le monde comprend et connaît. Mais on a des problèmes de recrutement. Très bien. Est-ce que tu as une marque employeur ? Est-ce que tu as un process de recrutement ? Est-ce que tu as un process d'onboarding ? Est-ce que tu as un process de fidélisation de tes clients ? Est-ce que tu as travaillé sur la formation de tes collaborateurs ? Pardon, pas de tes clients. Ça, c'est quasiment jamais adressé. Ça se traduit par on a du mal à recruter. Ouais. Oui, c'est normal en fait, parce qu'il n'y a pas de projet RH derrière. Donc, ça ne veut pas dire que c'est plus simple à recruter quand tu as un projet RH, mais en tout cas, l'idée, c'est que déjà, c'est complexe de recruter. Il y a quand même pas mal de métiers en tension dans les industries et dans les différents secteurs B2B de l'économie, même la tech d'ailleurs. Du coup, l'engagement de tes collaborateurs et la fidélisation, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est très, très peu adressé. Le management, alors là... c'est une variable d'ajustement. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un besoin de préparation... Ça s'apprend. Enfin, je tiens à dire qu'en fait, c'est pas parce que tu as été 20 ans dans un métier que tu sais manager des gens de ce métier-là, en fait. C'est autre chose. Manager, c'est autre chose. Et en plus, il y a des gens manager et diriger après aussi. Pour les managers qui voudraient prendre la place du fondateur, par exemple, c'est totalement différent. C'est deux métiers différents. Et souvent, d'ailleurs, un fondateur ou un dirigeant d'entreprise, il est...
Et souvent, il n'est pas dirigeant, il manage en fait dans son attitude, dans sa posture. Donc ça, c'est pareil. Ça veut dire comment tu prends une posture de dirigeant, parce que pour pouvoir revendre, ou valoriser ou grandir, à un moment, tu peux pas rester manager et dirigeant. Il va falloir choisir si tu diriges ou si tu manages. Exactement. Mais tu peux pas faire les deux en fait. C'est vraiment des métiers à part entière. Et c'est quoi la différence? C'est que quand tu manages, tu le sais. Facile, hein. Si vous vous dites que... Je vais vous donner un exemple à tous ceux qui nous écoutez. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez partir un mois en vacances et que votre entreprise continue à tourner? Si la réponse est oui, vous êtes un dirigeant. Si la réponse est non, vous êtes un manager. Ça va être... c'est pas mal. J'en ressentirais, il y a certains qui vont avoir peut-être un coup de pression là. C'est ça, un petit coup de pression. Ils de partir en vacances, ils vont se dire, bon écoutez, peut-être... En fait, derrière, le dirigeant, son job, c'est de mettre en place la vision, les process, l'organisation, tout ce qu'on est en train de se raconter pour que ça fonctionne. Bien sûr, il peut être dans l'opérationnel s'il adore ça. Mais en théorie, s'il part en vacances un mois, ça marche. Donc, par extension, s'il vend... ou si il fait rentrer un groupe au capital et d'autres personnes, par extension, en fait, son modèle ne dépend pas que de lui. Ouais. D'accord. Un manager, en fait, s'il est plus là, les plans ne passent plus, quoi. C'est comme, tu vois, il y a pas la coordination, il y a pas la courroie de distribution de l'entreprise, donc ça se bloque ou ça vivote. Ou carrément, ça marche plus du tout. Mais la plupart du temps, ça marche encore, mais ça vivote. C'est-à-dire, on attend que machin rentre pour faire ça. On attend que... tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de décision. Tout à fait. Et ce qui est aussi très courant, quoi. Tu vois justement d'autres sujets concernant la gouvernance, justement, des sujets qui peuvent faire fuir les acheteurs potentiels, que tu as pu voir avec les dirigeants que tu accompagnais, autres que justement la structuration et de préparer ces managers à manager, voire à prendre parfois la direction de l'entreprise. Alors, je voudrais mettre le focus sur un truc dont on ne parle pas souvent, l'émotionnel. Ah, très important. Ah mais ouais, c'est ça. On n'en parle pas souvent parce que toujours, revenons sur le truc, valorisation, session, premier interlocuteur, expert comptable. Ouais. Donc, un expert comptable, il ne parle pas d'émotion. C'est pas son métier. C'est plutôt analytique. Et je pense que les gens n'ont pas aussi peut-être cette réflexion-là. Poser la question sur le détachement émotionnel ou voilà. Le détachement émotionnel, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu veux grandir, encore une fois, pour moi, c'est grandir au sens céder, c'est grandir. Lever des fonds ou chercher des financements, c'est grandir. Faire une croissance externe, c'est grandir. En tout cas, tu vas plus être tout seul. Tu vas plus être dans la même configuration. Donc, à un moment donné, tu vas faire rentrer des nouvelles personnes, des nouveaux interlocuteurs. Et donc, tu vas plus pouvoir tout contrôler. Donc, ça veut dire que émotionnellement, on va venir te dire, ce truc-là, tu pourrais le faire autrement, avec plus ou moins de tact et plus ou moins de finesse. Et ben ça aussi, ça se prépare en fait. Parce que ça peut être très violent si évidemment, toi, t'as fait de ton mieux. Tu donnes tout ce que t'as fait de ton mieux, etc. Donc, faire rentrer quelqu'un qui va voir les choses autrement, qui va peut-être même s'en servir pour négocier, à coup sûr, s'en servir pour négocier. Comment tu te détaches émotionnellement? Ça veut dire... Et ça, c'est le détachement émotionnel, pour moi, c'est une conséquence de quelle est ta vision, quel est ton vrai projet. Pourquoi tu fais ça, en fait? Ok, je veux faire de la croissance pour mon entreprise. Pourquoi? C'est quoi ta vraie motivation? Tu veux gagner plus d'argent? Tu veux contribuer plus au monde? Si tu veux gagner plus d'argent, à la première hyper-croissance, tu vas lâcher le truc en te disant « le jeu n'en vaut pas la chandelle, je suis tellement fatiguée, et puis c'est tellement dur ». Il faut trouver quelque chose de plus grand. Tout à fait. Et c'est là où ça rejoint la RSE et c'est là où ça rejoint le fait que nous, on est une entreprise à mission. C'est-à-dire, c'est quoi ta mission d'entreprise? Tout à fait. Et surtout, et j'en parlais aussi avec des dirigeants qui ont vendu de l'entreprise, c'est que faire ce travail-là sur les émotions, se détacher de ces émotions au niveau, on va dire, attachement peut-être à l'entreprise, ça permet de préparer la pré-session et qui est vraiment nécessaire parce que combien de dirigeants, si le dirigeant vend la totalité et qu'il n'a pas suffisamment projeté l'après, ok, il a un beau chèque sur son compte en banque, mais il peut très souvent partir en dépression parce que il sait plus quels sont ses objectifs. Il se retrouve du jour au lendemain à ne plus rien faire de ses journées, entre guillemets, même si il peut continuer évidemment à entreprendre différemment, mais toujours est-il que il n'aura pas fait ce travail de projection et malheureusement certains tombent en dépression
Beaucoup. Tu sais que c'est dingue les chiffres de la santé mentale des dirigeants alors qu'ils après ont une un beau session. chèque et tout, ils profitent de leur retraite. Mais non, parce que pour des dirigeants qui ont bossé toute leur vie, qui ont fait que ça toute leur vie, se retrouver du jour au lendemain sans rien, c'est très très compliqué. Donc il y a vraiment ce travail émotionnel et qui permet de préparer aussi à la pré-session, de se trouver un peu son why aussi, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire après, quelle est ma mission, et c'est très important de s'inscrire dans cette démarche-là. Ça, c'est hyper important. Et puis, deuxième chose hyper importante par rapport au détachement émotionnel, c'est de comprendre quel est son style de management et son style de leadership, et donc ce qu'on a induit dans la culture d'entreprise. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, si on parle de grands groupes, c'est les process qui drive. D'accord ? Donc, quand il y a... ça veut pas dire que c'est plus simple, mais c'est différent. C'est d'autres problématiques dans lesquelles je vais pas rentrer là, puisque c'est pas le sujet qui nous intéresse. Quand on parle de TPE, PME, c'est toujours l'humain qui drive. En plus, si c'est une entreprise familiale, encore plus. S'il y a une logique de transmission de génération en génération, bon, là, c'est... Mais donc, derrière, ça veut dire qu'il y a une vraie culture d'entreprise. Si il n'y a pas ce travail de détachement émotionnel, de compréhension de, finalement, est-ce que je suis dans un management hyper paternaliste, hyper directif, hyper collaboratif ? Il y a plein de formes de leadership et de management. Et donc, de culture d'entreprise. Là aussi, ça fait 17 ans moi, que j'accompagne dans ces thématiques avec mes différentes entreprises. Donc, ce que j'ai vu souvent, c'est des boîtes qui crachent à la session. Enfin, à la reprise. Pourtant, elle marche super bien. Parce qu'en fait, par exemple, tu passes d'un patron qui est ultra directif paternaliste, donc qui a une tour de contrôle et qui gère tout, et qui maîtrise tout, et qui contrôle tout, etc. Un repreneur qui a 15 ans, 20 ans d'expérience dans le monde corporate et qui, lui, a une vision plutôt collaborative, etc. Donc, sur le principe, ça fonctionne. Le fit se fait sur les valeurs, la vision, le projet, etc. Sauf que, en fait, les gens qui sont capables de bosser avec quelqu'un qui leur dit tu fais ci, tu fais ça, tu exécutes tel truc, etc., c'est pas du tout ceux qui vont pouvoir travailler avec quelqu'un qui leur dit prends tes responsabilités et sois autonome. Donc, en fait, ça génère quoi ? S'il n'y a pas la prise de conscience de ça, s'il n'y a pas le travail, d'une part pour la session, d'autre part pour la reprise, de dire, OK, donc là, il y a un plan de change management RH à mettre en œuvre, et c'est vraiment le fondamental, en fait, qu'il ne faut pas rater sur la transmission. Du coup, en fait, les personnes clés de l'entreprise vont partir. Et donc, la valeur de l'entreprise, au bout de 2 ans, elle ne vaut plus rien, 3 ans, elle ne vaut plus rien. Exactement. Et ça ne veut pas dire que l'ancien dirigeant était mieux que le nouveau, c'est juste que c'est comme... Il y en a un qui voit le monde en bleu et l'autre qui voit le monde en rouge. Et puis certains ont l'habitude, on va dire, c'est vrai, d'être dirigés par personnes aussi qui ont besoin de, peut-être parfois juste d'avoir des ordres parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire. C'est ça. Donc parfois ils vont avoir besoin d'un dirigeant qui très exécutif, et ça fonctionne très bien. Et quand ils retrouvent quelqu'un qui leur laisse peut-être beaucoup plus liberté, pas trop regardante, etc., la personne peut se retrouver exactement perdue. T'es perdu, en fait. T'es perdu parce que tu connais pas ce mode de management. Bien sûr. Et donc, si on te l'explique pas et s'il n'y a pas un travail vraiment de passation. C'est vrai aussi, par exemple, quand tu lèves de l'argent, tu veux faire une croissance externe, ou tu vas intégrer des nouveaux investisseurs, ou tu vas intégrer... Le mariage sur la croissance externe, je pourrais en parler des heures, parce que ça, j'en ai fait plein. Je le confirme. C'est toujours à cet endroit-là que ça pêche. Ouais. Toujours. C'est pas sur les produits, c'est pas sur les offres. On arrive, les process, les systèmes d'information, on arrive à trouver comment on fait. C'est toujours sur la culture de l'entreprise. Oui. Donc, c'est pareil. Et ça pose la question... j'ai travaillé pendant longtemps pour des grands groupes où je sourçais des entreprises pour les racheter. D'accord. Et je travaillais sur la partie... Intégration. Parfois, il vaut mieux laisser des boîtes indépendantes en croissance externe, faire des groupes avec X entreprises indépendantes. Tout à fait. Même si les grands cabinets de conseil ne seraient pas du tout d'accord avec moi parce qu'ils diraient oui, mais rationalisation des coûts, s'il y a 15 systèmes d'information, ça coûte plus cher que s'il y en a un. Oui, mais s'il y a 15 cultures d'entreprises différentes, il vaut mieux qu'il y ait 15 systèmes d'information différents. Tout à fait. Mais non, il y a des groupes effectivement qui font cette stratégie-là, ils rachètent, ils laissent les dirigeants parfois en place des sociétés rachetées. Elles continuent de fonctionner de manière autonome, mais elles bénéficient en plus du soutien financier de la maison mère. On crée un écosystème. C'est très important parce que important. Quand on fait de la croissance externe, on va tendance à regarder plutôt effectivement le côté opérationnel, on va regarder la finance, on va regarder le dirigeant, les équipes, les choses classiques.
Mais c'est vrai qu'on parle pas de l'après. Et moi, je me souviens pour une opération aussi de croissance externe, ce qui a permis à un moment de faire l'opération, parce que c'était un point mort, c'était très compliqué parce que c'était pour un gros groupe avec une gouvernance très bon, voilà, toujours quand il y a une gouvernance, c'est toujours compliqué de parfois d'avancer, et il y a toujours beaucoup de questions et de doutes. Et donc, ce qui a permis justement d'accélérer et de faire cette opération, c'est l'intervention d'un cabinet d'operating partners qui a permis justement de faire un plan d'intégration, d'imaginer l'après, voir la culture d'entreprise, échanger avec les dirigeants, les parties prenantes, les managers. Et c'est très très important, voilà, quand on parle de croissance externe, de faire ce travail-là, parce que, bon, ok, faire l'opération après, on a fait le closing, d'accord, mais après, si on n'est pas capable d'assurer les 100 premiers jours, entre guillemets, qui sont censés être les fameux 100 premiers jours, on va dire, d'intégration, et je peux comprendre, parce que parfois, si on est salarié d'une entreprise, on aime venir bosser spécifiquement avec cette équipe, cette culture-là, parce que c'est chacun ses goûts, chacun sa vision de ce que c'est une bonne culture d'entreprise, et qu'on se retrouve dans un groupe dans lequel on est dans une masse un peu plus déstructurée, ou avec une culture différente, ça donne plus forcément envie et progressivement la personne elle va la vouloir motivation, tout à fait. ouais. Et tu vois là par exemple récemment on a travaillé avec donc sur la stratégie et l'opérationnalisation d'une croissance externe, 2 entreprises, donc la société, le groupe principal, société plutôt entreprise libérée, pas de management, très peu de couches managériales, culture très à plat, très orientée terrain, et avec tout dans l'oral. Ouais. Et l'autre, hyper processé, et avec des couches de management, petites pourtant, mais très processées. Bon, là, on voit tout de suite qu'il va y avoir un problème, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, oui, moi et mes équipes, on le voit tout de suite. Ouais. Eux, ils l'avaient pas vu. Eux, ils étaient focalisés sur tout ce qu'on s'est dit avant, les indicateurs financiers. Nous, on travaille aussi, on a fait beaucoup de due deal RH, notamment, mais pas que, parce que c'est pas... là, typiquement, c'est pas que de la RH, en fait. C'est la structuration et la culture d'entreprise qui est pas que RH. Bon, là, on sait très bien qu'il y a un moment, soit il y en a une qui absorbe l'autre, je suis jamais folle de ce genre de stratégie, soit il va falloir les laisser chacune vivre leur vie, quoi. Mais qu'arriver à les faire bosser ensemble, ça va être ultra compliqué parce qu'on est à 180 degrés. C'est-à-dire que là où il y en a une qui fonctionne grâce au process, l'autre fonctionne grâce à la relation. Tu vois ? Bon, ça veut dire qu'il faut se poser ces questions-là. Tout à fait. Mais on se rend compte vraiment que le point essentiel, ça reste le dirigeant d'entreprise. Et alors tout se résume à cette question-là, comment faire comment un dirigeant peut faire pour se rendre en fait non indispensable à l'entreprise. Déjà qu'il le veuille. Ouais. C'est vrai qu'on pense pas forcément à ça. Oui, il y a la volonté, tout à fait. C'est un choix. C'est pour ça que la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'aller vers ça ? Et c'est pas est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai envie ? Parce que tu penses qu'il y a des dirigeants, en fait, ils ont pas forcément cette envie par peur de déléguer, ou parce que en fait ils pensent qu'il y a que pour faire ce type de tâches. Je pense qu'ils ont pas envie, tout simplement, parce qu'ils adorent l'opérationnel, tu vois, et on peut vraiment aimer l'opérationnel au quotidien, et du coup, et en même temps être tiraillé entre j'adore ça, puis en même temps j'ai envie de céder parce que ça commence à être lourd, puis j'aimerais bien gagner de l'argent, ou valoriser ce que j'ai fait jusqu'à présent, etc. Et donc, en fait, on arrive à il faut que je fasse une session, ou il faut que je me fasse racheter par un groupe, ou il faut que je fasse une acquisition externe. Et en fait, c'est pas le diagnostic de départ qui est mauvais, ni celui d'arrivée. C'est juste que au lieu de faire ça, en fait, c'est qu'on voit qu'un chemin pour arriver à ça. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il faut passer par cette étape et cette étape et cette étape, au lieu de se dire, en fait, attends, je me pose. Moi, j'ai besoin de garder la main, d'avoir en fait une honnêteté vis-à-vis de soi-même. Pas honnêteté au sens... Non, c'est... être honnête vis-à-vis de soi-même. Je suis pas capable, en fait. J'adorerais faire ça, mais je suis pas capable. Ou alors, je suis pas sûre que je suis capable. Et donc, nous, toutes nos missions, elles démarrent par vision et fondateur, et ça commence par 3 tests. Un test de personnalité, un test de gestion des risques, de sa capacité à gérer des risques et de la nuance, parce que ça va nous permettre d'adapter la stratégie, et un 3e test sur l'intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, en fonction de ça
ça va déterminer quel genre de croissance, quel genre de partenaire, quel genre d'association, quel genre de timing. Et on va pouvoir dire, attention, là, ce que tu veux, ça correspond pas à toi. Ouais. Donc, ça veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut juste dire que tu veux passer de A à B. Donc, il va falloir que toi, en tant que personne, tu grandisses ton niveau de leadership pour aller chercher cette personne d'après qui va être capable de faire ça et ça et ça. Tout est possible pour moi. Tu peux tout faire à partir du moment où tu l'as choisi. Exactement. Tu vois, c'est comme un sportif de haut niveau. Si tu veux faire les Jeux Olympiques, tout le monde, enfin, je pense quasi tout le monde peut y arriver avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de détermination, etc. Mais est-ce que tout le monde va le faire ? Non. C'est ça. Ah, ça demande une grosse introspection. En fait, c'est le dirigeant comprenne pourquoi il aime faire ça, pourquoi il le fait en fait. Pourquoi il va faire cette tâche, qu'est-ce que ça amène, est-ce qu'il aime le faire parce que souvent les dirigeants de TPE PME en fait ils ont commencé, c'est leur métier, donc en fait ils ont bâti leur entreprise autour de leur métier, c'est dans l'informatique, dans le BTP, peu importe, et donc en fait ils font tout parce que ils ont pas forcément, ils savent pas qu'ils peuvent déléguer c'est une question de permission, je suis d'accord. Et en fait, faut les aider à faire ce travail d'introspection, mais qui est nécessaire au-delà juste de la, c'est un peu entre guillemets simple, transmission-session. Ouais, c'est ça. C'est pour le dirigeant lui-même ça va aider à se comprendre. C'est pour toutes les phases de croissance, c'est toutes les phases en fait, parce que tu vois typiquement quand on accompagne la croissance, sans qu'il y ait nécessairement levée, fusion, ou voilà, mais juste accompagner la stratégie. En fait, quand on me dit je veux faire de la croissance, ou je veux avoir plus de clients. Pour moi, il y a autant de façons de le traduire que de types de personnalités et de personnes en face de moi. C'est-à-dire que la vitesse, la quantité, en fait, ça veut rien dire. On a l'impression de se comprendre quand on dit croissance, mais en fait, il y a autant de croissance que d'individus. Tu vois, pour certains, la croissance, ça va être plus de rayonnement, plus de visibilité, plus de notoriété. Pour d'autres, ça va être exclusivement de la marge ou exclusivement du CA. Pour d'autres, ça va être je veux rayonner géographiquement. Pour d'autres, ça veut être je veux aller plus vite. Pour d'autres, ça veut dire je veux plus de clients. Pour d'autres, ça veut dire je veux plus de gens à diriger. Ou au contraire, je veux plus personne à diriger. Je veux être plus libre. Tu vois, donc il y a plein de possibilités. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais au départ, il y a une méconnaissance de se dire, en fait, on pense toujours à ce qu'on connaît. Et au lieu de repartir de, ok, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Et si je me connais pas suffisamment, on a dit personnalité, mais aussi je voudrais rajouter sous stress. Ouais, le stress, exactement. Parce que quand tu vas attaquer de la croissance, quand tu vas attaquer de la session, quand tu vas attaquer ce dont on a parlé, t'es nécessairement sous stress, que tu veuilles ou non. Oui. C'est un processus qui met sous stress. Donc, comment je vais fonctionner sous stress ? Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui est juste d'aller chercher ? Qu'est-ce qui n'est pas juste d'aller chercher ? Qu'est-ce qui est peut-être juste d'aller chercher ? Sur quoi je peux aller me tester pour voir... parce qu'on ne se connaît pas non plus, tu vois, dans plein de situations. On ne les a jamais vécues, donc on ne sait pas comment on va réagir par rapport à ça. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être que ultra conservateur. On peut aussi se dire, ok, j'y vais, mais je sais que ma zone de risque, elle est là. Et donc, je ne vais pas être déçue. Donc, si on reprend les indicateurs... de levée, les levées, en gros, il y en a 80% qui réussissent pas. Les sessions, c'est à peu près les mêmes chiffres, je pense. Sessions, on est peut-être un peu moins, mais on est, il y a un peu plus un peu moins de taux de réussite, effectivement. 50, moi je dirais 1 sur 2, 1 sur 3. J'ai pas les chiffres exacts, mais on n'est pas sur nos... quoi, dans notre expérience. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, effectivement, quand il y a une transmission qui se fait pas. En fait, on crée une relation de confiance ou on la crée pas. Et la relation de confiance, ok, elle est basée sur des faits, mais elle est aussi basée sur de l'humain. Ah bah oui, tout à fait. Et en fait, quand on est dans ces process, pourquoi je dis pression ? Parce qu'en fait, ça va mettre tout le monde sous pression. Donc la confiance est encore plus dure à créer parce qu'on est dans une phase où on est sous pression. Donc si on se connaît pas bien sous pression, et que nous-mêmes, on sait pas mener une négociation sous pression, ça va être dur d'aller désamorcer, d'aller créer de la confiance avec l'autre. On va être auto-centré sur soi, on va être arc-bouté sur mais moi je veux ça, on va penser à ce qu'on veut. Enfin, tu vois, on va regarder son nombril, quoi. On va être auto-centré au lieu de se dire mais finalement je suis en train de chercher, on est dans une négo, je suis en train de chercher quelque chose qui va être juste pour moi, juste pour l'autre et si possible juste pour la planète. C'est mon petit... mais très bien, non mais c'est... Tu vois, mais on va chercher cette relation gagnant-gagnant. Quand on est sous stress, en général, c'est pas ça qu'on fait. On est complètement... on revient sur nos besoins et exclusivement nos besoins au détriment de l'autre. Et donc, forcément, ça accroche. Ah oui, tout à fait.
Et toi, Sandrine, aussi, tu interviens sur les aspects financiers. On est d'accord aussi d'une entreprise. Tu les aides à retravailler les KPI financiers. Oui, on aide, mais on ne va pas jusque là. Enfin, justement, c'est là où on est complémentaires. Ouais. Nous, notre travail, c'est de faire le business plan, toute la stratégie, etc. D'accord. Et l'opérationnalisation. Après, on s'appuie sur des partenaires, Bien sûr, sur oui. la valorisation, Ouais. sur des choses qui ne sont pas notre métier. Nous, on ne va pas faire une valorisation, par exemple. Et du coup, mais on va savoir conseiller, justement. C'est quoi les KPI financiers selon toi sur lesquels les dirigeants doivent vraiment travailler pour améliorer la valorisation in fine? Alors, ou ça même dépend pas beaucoup forcément des industries, ça, ouais. en fait. Parce que, tu vois, il y a des industries où il va falloir aller regarder. Bon, déjà, d'une façon générale, je pense que ça vaut le coup de regarder sur le plan commercial les taux de transformation et la partie valeur à vie d'un client. Ça, quoi qu'il arrive, c'est transverse à toutes les industries. Après, selon les industries, c'est vraiment très différent parce que, tu vois, il y a des taux d'endettement, par exemple, dans l'industrie qui sont beaucoup plus grands que dans les métiers de service. C'est normal. Donc, tu vois, il y a plutôt, en fait, d'aller chercher quels sont les abacs de son marché pour savoir si on est plutôt dans les clous, pas dans les clous, et qu'est-ce que... Ouais. Tu vois, pour pouvoir avoir des éléments de comparaison. Bien sûr. En fait. Ok. Et on va parler maintenant aussi de tout ce qui n'est pas forcément matériel, donc à savoir la réputation, le branding. À quel point c'est important dans une préparation pour une session ou même dans une levée de fonds. En quoi c'est important d'avoir et de travailler son branding, de travailler sa marque, la réputation de son entreprise, de ses équipes aussi. Pourquoi c'est si important que ça? Parce que l'enjeu, c'est la confiance. D'accord ? Et la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Donc, si on arrive avec une confiance de facto, c'est plus facile que si on arrive avec « je sais pas, il va falloir que je la construise ». Donc, pour moi, le branding, je ne suis pas une folle du branding au sens communication. D'accord. Ça m'intéresse assez peu, en fait. Moi, ce que j'aime faire, et là où on accompagne nos clients, c'est le marketing d'autorité. C'est quoi la différence ? Dans un cas, c'est de la communication. Dans l'autre, c'est de la compétence. C'est montrer et démontrer ton savoir-faire et ton savoir-être aussi. Et par exemple, alors il y a plein de façons de le faire, mais quand tu vois, par exemple, toi, ce que tu fais, ou moi, ce que je fais à mon niveau, on est capable de produire du contenu à valeur ajoutée tous les jours de l'année, quasiment, depuis X années. Bon, si tu connais pas ton métier, c'est impossible à faire, en fait. Oui. C'est-à-dire que, d'aller dans le niveau de détail dans lequel on est en train de rentrer, etc. Si t'as pas d'expérience, ça marche pas. Tu peux le tenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu peux faire une belle publicité, tu peux faire un beau branding, mais tu vas pas le tenir sur la durée. Donc en fait, tu crées déjà une relation et tu montres. C'est pour ça que je parle de marketing d'autorité. Tu fais autorité par ton expertise. Pas juste par ta communication, parce que la communication, finalement, on sait pas forcément toujours ce qu'il y a derrière. Par contre, l'autorité sur ton expertise, ça se construit et ça crée de la confiance. Ok, cette personne, elle tient la route. Ça fait X années qu'elle est là. Son entreprise, ça fait X années qu'elle est là. Il sait parler de ces sujets, etc. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est pareil, effectivement, pour les équipes, sur les taux de satisfaction, clients, collaborateurs, etc. Puisque, par défaut, la confiance, c'est aussi avec les autres. Oui, tout à fait. Donc, on le voit avec les avis Google, rien que ça. C'est exactement la même chose. On peut rigoler, mais les acheteurs, ils font très très attention sur tout ce qui est business, même encore B2C par exemple. Les avis Google, vraiment, ça a toujours été un vrai sujet dans les discussions parfois. Dans les restaurants ou dans les hôtels, pour avoir travaillé dans l'hôtellerie et la restauration pendant quelques années, les avis Internet, on peut dire oui, ils sont achetés, etc. Bon, probablement qu'il y en a au passage, effectivement, il y a des moyens d'acheter des avis, mais globalement, c'est quand même quelque chose qui est très regardé et globalement, il y a quand même toujours une réalité. Tout à fait. Donc, c'est des choses essentielles. Donc, son référencement Internet, sa présence sur les réseaux sociaux, la façon dont ses collaborateurs se présentent ou pas sur les réseaux sociaux et aussi, tu sais, avec toutes les applications qui permettent de noter les employeurs, ça aussi, c'est très regardé. Je la réputation, pas très bien. Les applis qui permettent de, par exemple, Glassdoor. Ah oui, Glassdoor, effectivement, ça peut. Pour aller regarder la réputation d'une entreprise, ça, c'est hyper regardé aussi. Ça, c'est pas mal, je trouve, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que pour les personnes qui nous écoutent, les dirigeants surtout, les avis, tout ce
tout ce qui peut se dire autour de votre produit ou même de l'entreprise, c'est vraiment pris en compte. C'est pas juste, c'est bon, c'est une critique, c'est un avis Google laissé au hasard comme ça par quelqu'un de mécontent. Non, c'est pris en compte à tel point que certains payent des agences chères pour les aider à remonter un peu les notations et au-delà de la notation, en fait, il y a des agences aussi qui sont spécialisées justement sur la réponse, parce qu'à un moment, c'est pareil, c'est pas évident de passer ton temps à aller regarder ce qui se dit sur toi sur Internet, à bien répondre, avoir la bonne parce que parfois ça peut être hérité sans avoir le côté émotion qui rentre en... Et puis pouvoir s'en servir comme un processus de fidélisation de tes clients. Donc ça fait partie pour moi du SAV en fait aujourd'hui, cette dimension-là, et effectivement elle est ultra intéressante et importante. Et comment on fait pour travailler sur sa réputation, Sandrine? Alors ça paraît c'est une question très générale, on pourrait passer faire un podcast entier, mais quelques petits conseils. Je vais déjà expliquer les deux grands volets du marketing d'autorité. D'accord. Parce que je trouve que quand on parle de communication, est-ce qu'on parle de marketing, de communication, de branding, de marque personnelle, de marque d'entreprise? Donc, il y a l'inbound marketing, l'outbound marketing. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est des choses que je fais sortir ou des choses que je fais rentrer? Je vais commencer par ce que je fais sortir. Ce que je fais sortir, c'est mon image, ma réputation, etc. Quand on est dirigeant dans une entreprise, que ce soit son entreprise ou qu'on est la direction générale, il y a deux choses qu'il ne faut pas rater. Il faut bien comprendre parce que moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre en tant que chef d'entreprise. Donc, je peux vous faire gagner un peu de temps. Il y a notre marque personnelle en tant que personne et dirigeant et notre marque d'entreprise. On pourrait se dire, moi, je me disais, mais la marque personnelle, moi, je ne suis pas là pour faire un numéro de claquette. Je n'ai pas envie d'être influenceuse. Enfin, c'est pas mon métier, quoi. Si, c'est mon métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma société fait du conseil. Donc, en plus, on est encore plus... Enfin, ce qu'on vient chercher, c'est notre jeu de cerveau, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, la façon dont je pense, en fait, c'est mon entreprise. Et en fait, toute la difficulté quand on est dans une boîte de conseil, c'est comment ce que je pense, je le transfère à mes équipes pour que quand vous bossez avec mes équipes sur le terrain, vous dites, y a pas, c'est pas déceptif, quoi. Il n'y a pas une rupture entre quand on la voit, elle en interview, puis après, ses équipes sur le terrain, ça ne suit pas, tu vois. C'est ça, ce serait le truc le pire qui puisse m'arriver. Donc, ma marque personnelle, c'est qui je suis. Et qui je suis, c'est qu'est-ce que j'ai à dire sur des sujets. Moi, personnellement, je préfère travailler sur et parler de mon expertise que parler de ma vie personnelle. Je suis pas folle de son... Voilà, c'est complètement un choix. Mais c'est quand même une marque personnelle. Oui. Et ensuite, la marque de l'entreprise, c'est mon entreprise, c'est pas moi. Oui. C'est vraiment deux choses différentes. Tu vois. Ce qui fait que quand, par exemple, je sors un livre comme l'année dernière, je vais travailler sur ma marque personnelle et donc mon livre, c'est en plus de l'entreprise. Oui. Quand je suis investisseur, c'est pas forcément mon entreprise, ça peut être moi. Quand je travaille comme dans les médias, sur BFM, etc., c'est pas moi en tant que mon entreprise, c'est toujours moi dans ma marque personnelle. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme la marque personnelle, c'est comme une ombrelle pour un dirigeant de TPE-PME qui va te permettre ensuite, justement, et ça rejoint ce qu'on se disait sur le après, quand après une session ou après une revente d'une session, enfin après, tu as construit ta marque personnelle. Bon, après, tu peux faire ce que tu veux parce que ta marque personnelle, elle appartient pas à l'entreprise. Elle part avec toi. Exactement. Tu vois ? Et ça, c'est important parce qu'il y en a plein qui se disent « Ah, mais en fait, pourquoi ils communiquent? Ils ont besoin d'être aimés et tout. » Pas du tout. Je vous explique, en fait, c'est pas parce que... on communique pas parce qu'on a besoin d'être aimé, on communique parce qu'on a une stratégie de marque personnelle d'autorité. Tout à fait. D'accord? Donc, marque ombrelle. Et en dessous, du coup, t'as une ou plusieurs marques d'entreprise. Donc, quand tu vends une entreprise, t'es pas démuni, t'as pas tout à reconstruire en termes de communication. Ça, c'est ultra important. Important. Tout à fait. On le voit aujourd'hui et maintenant avec de plus en plus de dirigeants qui se rendent compte de l'importance de communiquer et pas juste au nom de leur entreprise, mais à titre personnel, parce que on va pas se mentir, parfois ce qu'on vient chercher aussi dans une entreprise, c'est à la personne, parce que des entreprises qui se ressemblent, qui vendent le même produit, il y en a pléthore. Mais parfois, ce qui va faire la différence, c'est j'aime beaucoup la vision de ce dirigeant, ou j'aime la façon dont il communique, je me ressens lui. Donc, et c'est pas forcément communiquer que des choses personnelles, c'est communiquer son expertise, c'est en fait construire montrer
qu'on sait peut-être de quoi on parle et quel est notre positionnement surtout. C'est ça. Et puis tes valeurs. Tout à fait. Et c'est ça qui crée la confiance en fait. C'est bien d'un humain à un humain en fait. Tu viens pas chercher. C'est pas même si après c'est un mariage d'entreprise à entreprise, c'est d'abord un mariage d'humain à humain. Bien sûr. Et la communication personnelle surtout, voilà, ça permet à nouveau de mettre aussi sa petite touche de personnalité, ce qu'on peut pas faire forcément parfois au nom d'une entreprise. Et voilà, c'est quand le business, on le fait avec des humains avant tout, donc c'est aussi avec la personne avec laquelle on va serrer la main et faire du business ensemble. Et donc l'autre partie de la communication, ça rejoint, donc c'est la partie génération des systèmes d'acquisition, d'accord, donc les pubs, les ads, etc. Là, on rejoint les modèles evergreen. Donc c'est essentiel le branding au sens large, la communication au sens large en fait, parce que derrière il y a tous ces enjeux qui sont cachés. Tout à fait. Donc pour les dirigeants qui nous écoutent, c'est faire un gros travail sur leur stratégie de communication. Essayer de définir. Vois, tout à fait. Déjà, il y a ces deux sujets on revient à ok, c'est quoi mes objectifs en fait. À chaque fois, il faut repartir de c'est quoi mes objectifs. Parce que si tes objectifs, c'est de t'occuper de tes petits-enfants et de plus jamais faire du business, en fait, on s'en fout de la marque perso. Tu vois, ça, on n'en a pas besoin. Mais si tu as envie de continuer à contribuer, même si tu n'as plus envie de diriger une entreprise après une session, alors ta marque personnelle, elle est importante. Donc la nuance, c'est très important que tu le dises parce que ça fait partie, surtout pour un dirigeant, effectivement, qui resterait ou même qui partirait, ça l'aide à rebondir. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui font des sessions au bout de 5 ans, 10 ans, qui sont pas du tout à la retraite, mais donc après ils ont d'autres projets. Tout à fait. Et donc ok, je vais sur un autre projet, ce qui me suit c'est ma marque personnelle. Donc ça va être plus facile, par exemple, si tu veux repartir sur un autre projet, trouver des partenaires, trouver des financements, etc. Ça va être beaucoup plus facile si tu as une marque personnelle qui est forte, en fait. Bien sûr. Parce que on va pas se rappeler de l'entreprise machin, mais de telle personne qui dirigeait l'entreprise machin, ce qui est très différent, parce que si l'entreprise machin elle s'arrête ou si t'es plus à la tête de cette entreprise, tu vois, c'est une autre. Enfin, ça aussi c'est de la valorisation immatérielle. Et c'est important que tu lises et je suis très content et que tu aies pu parler de tous ces sujets-là. On va bientôt clôturer l'échange, mais dernière question évidemment pour un peu résumer tout ce que tu as pu dire, tous les conseils précieux que tu as pu évoquer. Justement, en parlant de conseils à nouveau, quels seraient les principaux conseils, on va dire, peut-être les axes sur lesquels les dirigeants doivent travailler, des dirigeants qui veulent soit vendre, préparer la vente, ou lever des fonds, ou même développer leur croissance. Exactement. Donc, stratégie. En fait, toujours la question de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire. Parce que je sais par expérience que quand on a le nez dans le guidon, on se pose plus ce genre de questions. D'accord. Et en fonction de ça, du coup, ça permet de se reposer des questions pour savoir... Parce que là, on a parlé de tellement de choses. Ah oui, mais c'était riche, c'était vraiment... Donc, du coup, évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout faire. C'est normal. Enfin, je veux dire... Il y a Sandrine qui est là pour... c'est pas de cocher toutes les cases. Donc, c'est de remettre à plat. Première chose, on fait ce que j'appelle un cadrage, c'est-à-dire on remet à plat audit roadmap. Comme ça permet de sortir des priorités, de se dire, bon, voilà, la priorité, il y a toujours une priorité dans tout ce qu'on s'est dit. On va travailler là-dessus et ensuite on va faire des petits pas après petits pas et on va pas vouloir tout faire d'un coup parce que c'est impossible, c'est beaucoup trop gros en fait. Là on a travaillé et raisonné à 360. On voit bien qu'on peut pas, enfin je veux dire, on a ni les moyens de temps ni les moyens d'argent d'aller travailler tout ça en même temps. C'est pas réaliste. Donc il faut prioriser, mais la priorisation elle se fait par rapport à vous, votre vision et vous en tant que personne, qui vous êtes, votre projet de vie. Je donne un exemple en conclusion. Récemment, j'avais une dirigeante qui, donc, on travaillait sur... elle veut racheter l'entreprise dans laquelle elle est DG. On travaillait sur la valorisation, blabla. Qu'est-ce qu'il fallait, la roadmap. Et puis, je lui demande ce qu'elle veut. Donc quels sont les marchés, donc marché franco-français, B2B, etc. Très bien. Est-ce qu'elle veut aller à l'international ? Non. Et puis, je lui demande quel est son projet de vie personnel. Elle me dit, je veux vivre en Italie. Alors là, on est mal quand même. C'est-à-dire que tu viens de me dire que ta stratégie en tant que DG, c'est un développement franco-français. Et toi, ton projet de vie personnel, c'est de vivre en Italie. Donc, il y a un bug. Il faut qu'on retravaille complètement la stratégie. Là, en fait,
Et ça, je le vois, mais quasiment à chaque fois. C'est-à-dire qu'elle, en tant que DG, elle continue sur la stratégie de l'entreprise existante qui fonctionne, etc. Mais sauf que ça correspond pas à elle en tant que personne. Donc, à un moment donné, il va falloir... Donc, je dis, il va falloir qu'on le trouve. Hein. Il va peut-être falloir ouvrir l'Europe du Sud. Me dit, oui, mais c'est mon projet à moi. Oui, mais si ton projet à toi, il s'intègre pas dans le projet de ton entreprise... Global, bien sûr. Ça va être compliqué de te motiver à long terme, en fait. Ah oui. Tu vas perdre de l'énergie parce qu'en fait, tu vas toujours trouver que ça te prend trop de temps, que tu n'as pas assez de temps. Mais en fait, c'est pas le sujet du temps ou de la délégation. Le sujet, c'est qu'en fait, tu es en train de construire un projet d'entreprise qui ne correspond pas à ton projet personnel. Ouais. Il faut pouvoir concilier les deux. Enfin, trouver une cohérence. Il faut trouver une cohérence parce que, c'est ça, c'est trouver une cohérence et donc concilier. Mais d'abord, trouver une cohérence. C'est-à-dire que souvent, en fait, on se pose comme mono casquette. Je suis dirigeant. Ok, mais toi, en tant que personne, tu vois, est-ce que tu prends du plaisir à faire ça ? Non, mais c'est mon job. Oui. Ouais, mais donc, si tu prends pas du plaisir à faire ça, tu vas pas le tenir sur 10 ans. Et Exactement. Puis, si tu vas pas le tenir quand ça va commencer à bouger en termes de turbulence, et on sait tous que l'entrepreneuriat, ce sont des montagnes russes émotionnelles. Donc, c'est pas cohérent de se dire que ça ne t'arrivera jamais, ça t'arrivera, comme tout le monde. On y est tous passés, on y passera tous. Bien sûr. Donc, en fait, tu vois, il y a cette cohérence, et c'est comme se donner une permission de voir beaucoup plus grand que juste l'entreprise. C'est toi, en tant qu'humain, qui porte cette entreprise, c'est toi, même si tu la portes pas au sens où tu t'es détaché, mais c'est quand même toi qui porte le projet, c'est toi qui porte la vision, c'est toi qui porte la contribution. Donc, donnez-vous la permission de vous remettre au cœur dans votre globalité de qui vous êtes en tant qu'être humain, dans toutes vos casquettes, c'est pas juste celle de dirigeant. Merci beaucoup Sandrine. Est-ce que, je te laisse le mot de la fin, est-ce qu'il y a des éléments que j'ai peut-être pas évoqués, des questions que je t'ai pas posées qui te paraissent pertinentes ou... C'est vrai qu'on on a fait bien, quand même un bon gros tour et je suis très content d'avoir reçu Sandrine, de t'avoir reçu parce que c'est beaucoup de sujets que tu as évoqués qui sont parfois trop sous-estimés malheureusement et c'est très important à la fois pour les dirigeants mais aussi pour toutes les personnes qui accompagnent et qui vont conseiller le dirigeant de prendre en compte tous ces aspects-là. En fait, c'est 360 degrés, c'est très global et surtout bien réfléchir si vous êtes dirigeant à votre avenir, mais en tant que dirigeant, en tant que personne, par rapport à votre projet de vie, votre projet de famille, familial, projet personnel, enfin voilà. C'est vrai que c'est un gros travail d'introspection, mais heureusement, Sandrine, évidemment, est là aussi pour vous guider, pour vous aider à vous structurer, vos pensées, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire, et à dérouler surtout un plan d'action. Qui vous corresponde. Donc Activable. C'est Sandrine, donc Leaders for Good Planet, qui accompagne donc les TPE PME, enfin les dirigeants TPE PME, dirigeants en B2B, stratégie B2B de croissance. Sur tous les axes qu'on a pu citer dans le podcast. Tout à fait. Merci à toi Sandrine, c'est un très bel échange et n'hésitez pas à la contacter si vous avez évidemment un besoin quelconque de préparation avant de travailler votre stratégie, de l'accélérer ou vers même de lever des fonds. Voilà, c'est Sandrine qu'il faut aller contacter. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.